Dispersés, nous courons à la catastrophe. Unis, nous y arriverons. Bonjour Anka Visdei. Bonjour. Vous avez reçu le prix Goncourt au printemps pour votre biographie intégrale, la première, Cioran ou le gai désespoir. Comment est né ce livre? C'est très amusant parce que je pense que j'ai dû quelque part le faire naître en moi, le faire grandir pendant des années sans en être consciente. C'était une sorte de déni de grossesse littéraire. Et à un moment donné, comme quoi les éditeurs ont leur place, bien sûr, nous sommes toujours les écrivains les plus grands amis des libraires et des journalistes littéraires. Mais quand vous trouvez un grand éditeur, et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, entre autres avec Actes Sud, avec le fondateur. Et là, dans le cas précis, il y a Pierre Belfond. J'allais innocemment le voir pour la réédition de mon livre sur Jean Anouilh, de la biographie de Jean Anouilh. Et soudainement, Pierre Belfond a eu cette idée extraordinaire. Il m'a dit, mais pourquoi vous ne feriez pas un livre sur Cioran? Et moi, je dis, mais j'adore Cioran, mais vous savez, il a donné la seule grande interview à la presse française, il me l'a donnée à moi dans les nouvelles littéraires. Et c'est tellement rare que les nouvelles littéraires affichaient, une des nouvelles littéraires disait Cioran parle. Parce que vraiment, il ne donnait pas d'interview, il a refusé d'aller à Apostrophe, il n'allait jamais ni à la télévision ni en interview. Et là, ça a été formidable. Tout d'un coup, il y a la synchronicité de Jung qui s'est passée, cette idée incroyable de Pierre Belfond, éditeur, auquel je venais solliciter une réédition d'Anouilh, et du coup, le Cioran est né. Je l'ai écrit dans un plaisir immense, parce que je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. Peut-être si l'idée avait été mienne, si l'idée avait été de plus longue date, mais là on devait coller aux 30 ans de la disparition de Cioran, qui sont tombés exactement quand le prix Goncourt a été accordé. Et j'ai eu 9 mois pour le préparer. Donc je l'ai fait sans avoir le temps d'avoir peur et avec toute une connaissance qui venait d'avant et qui me donnait une sorte de tranquillité et de sérénité qui est sûrement la meilleure manière d'aborder Cioran, qui lui nous met parfois dans des états, bienvenus soit-il, qui sont des états tempéramentaux. Même, j'ose le dire dans le livre, hormonaux, passionnels. Donc je pense que le fait d'être dans cette urgence, je viens du journalisme, donc on sait gérer cette urgence, c'est-à-dire qu'on ne la gère jamais, on a peur tout le temps, mais au moment de passer à l'acte, on est prêt. Et je pense que cette rapidité, ça a aidé à ne pas avoir peur et à le traiter avec l'honneur et en même temps l'urgence qui lui était due. Il disait lui-même qu'il écrivait dans un état passionnel. Et dès que l'état passionnel était fini, il n'écrivait plus, ce qui explique la brièveté de ses textes. Anka Visdei, vous avez écrit des romans, des pièces de théâtre dans toutes les langues, vous avez le Goncourt pour ce Cioran, mais les Français ne connaissent pas beaucoup Cioran. Vous voulez bien juste nous dire qui il représente dans le panthéon littéraire universel? C'était un homme, c'est un écrivain, ça c'est indiscutable. Dans la Vulgate germanopratine, on le considère, et c'est carrément un titre qu'on peut donner, c'est un titre qui a été adoubé, accepté par tout le monde, on le considère comme le meilleur styliste de langue française, du moins du XXe siècle, car c'était un homme modeste et cultivé. Donc il rendait à chaque fois hommage à Chamfort, à plein de grands moralistes français dont il admirait le style et dont il voulait se montrer digne. Donc, à part cette étiquette qui sûrement est méritée, peut-être même on pourrait lui donner d'autres hommages qui iraient même au-delà, c'est un écrivain et c'est un philosophe. Comme c'était un homme lucide, très lucide, et avec un ego énorme, et comme tous les gens qui ont un ego énorme, il était au départ un timide. Donc ça veut dire qu'il a réfléchi bien longtemps avant de se donner un nom. Il a toujours nié l'étiquette de philosophe. Il a dit « je ne suis pas un philosophe, j'ai quitté la philosophie bien avant ». Donc il est né dans le village de Rechinar en Transylvanie. Quand il est né, il était un sujet austro-hongrois. L'Empire existait encore à la date de sa naissance en 1911. Mais au moment d'entrer à l'université, il a dû se refaire les papiers car la Première Guerre mondiale était finie.
Donc en 1918, il est devenu sujet roumain. Donc il a eu un passeport roumain. Sa langue maternelle était le roumain, comme tout le monde le sait, la seule langue latine des pays de l'Est. Donc les Roumains parlent une langue latine en raison de l'occupation des Romains. Il a suivi des études de philosophie, ce qui aurait pu éventuellement le laisser prendre l'étiquette de philosophe, surtout qu'il avait fini magna cum laude, ses études de philosophie. En revanche, il a trouvé, c'était quelqu'un de très passionnel, de très tempéramental. Et on n'est pas du tout dans le privé, c'est des choses qu'il a toujours dit. Il n'y a pas une ligne de moi qui n'ait pas été écrite dans ce qui est publié, pas dans la correspondance, pas une ligne de moi qui n'ait été écrite dans un état passionnel et dans un état d'urgence. Donc la philosophie ne l'a aidé en rien dans ses doutes terribles. Il avait des insomnies, il avait une ou deux maladies, mais je ne dirais pas maladie du tout, je dirais des symptômes psychiques qui étaient de l'ordre du sens de la vie, de l'incompréhension de ce que nous faisons sur Terre. Enfin, son papa était pop. En plus, en rajouter, ça veut dire qu'il avait un questionnement de garçon jeune, intelligent, en pleine possession de ses moyens intellectuels, mais en même temps, quelque part, taraudé par le problème existentiel et métaphysique. C'est le fils d'un prêtre orthodoxe. Totalement, exactement, c'était un pope orthodoxe. Et il faut savoir que le pope orthodoxe n'est pas que le guide spirituel, du moins dans la Roumanie de l'époque, c'est-à-dire juste après la Première Guerre mondiale, mais le pope était vraiment le directeur de conscience, même de façon privée, de toute la communauté. L'instituteur n'était pas le hussard noir de la République, l'instituteur était loin derrière. C'était le pope auquel on s'adressait pour tout problème, métaphysique, privé, politique ou autre. Donc il partait vraiment, le père, qu'il a toujours respecté, n'est pas arrivé à répondre à ces questionnements. La philosophie, à la faculté, n'est pas arrivé à répondre à ces questionnements. Il a dit à l'âge de 22 ans, diplôme en poche magna cum laude, il a dit « La philosophie, je la quitte, elle ne m'a aidé dans aucun de mes combats antérieurs. » Et alors, qu'est-il? Puisqu'avec modestie, il dit « Je ne suis pas philosophe ». Il est écrivain, oui, mais de quelle tendance? Et pour moi, il est un diariste. C'est-à-dire qu'il est, on ne peut pas dire journaliste malheureusement, parce que diary en français, c'est le journal. Mais c'est quelqu'un qui est le reporter honnête, franc, quelquefois cruel, de tous ses états intérieurs. Au fond, il ne parle que de lui. Il dit très honnêtement, mais quelqu'un qui parle que de lui avec honnêteté, c'est quand même très rare. Il dit très souvent, je n'ai pas des idées, je n'ai que des obsessions. Et nous lisons ça sous sa plume dès qu'il y a un état d'angoisse, un état d'inutilité sur la terre, un état de choix entre le sensuel et le mental. Il le met pour nous, il le met sur une forme stylisée dans son œuvre française, mais c'est passionnant. Donc c'est un diariste, si vous voulez, comme un miel, un journal de lui-même, un journal franc, sans aucune concession de soi-même. Je pense que c'est un trésor humain à ne pas négliger. En France, on considère Cioran comme un homme de lettres français. On oublie quelquefois en fait qu'il est roumain et que sa langue d'écrivain, c'est le roumain. Et c'est quelque chose que vous-même, en tant qu'écrivain, vous connaissez bien. Et vous parlez dans cette biographie de Cioran de sa métamorphose, sa transformation, son exil linguistique. Apprendre à devenir écrivain en français, c'est un tournant majeur, ça, dans la construction de Cioran. On va commencer par une chose très drôle pour justement ne pas dissuader le lecteur et prouver à quel point ce grand styliste du XXe siècle savait avoir de l'humour, et il en a beaucoup. Au moment où il est passé au français, on a une chose en commun, c'est qu'on a écrit, on a été publié en roumain et écrit et été publié en français. Lui, bien sûr, avec beaucoup plus de talent et de génie que moi. Mais ce qui est formidable, c'est que lui, il a parlé de ce changement et il a dit: le français que j'ai appris comme langue d'écriture m'allait comme une camisole de force à un fou. Et je trouve que ça, c'est d'un immense courage, parce qu'il y a deux Cioran. Il y a celui qui a écrit en roumain, il a écrit 6 ouvrages en roumain. Après, il a écrit une dizaine en français. Et il a fait traduire sur le tard, très très tard, ses ouvrages en roumain. Il les a fait traduire avec son accord et sa surveillance en français.
c'est deux personnalités tout à fait différentes. Là, on a vraiment affaire à un Janus, et je reviens à Sioran qui a vraiment l'art de la formule, et il disait « Une patrie, c'est une langue et rien d'autre ». Évidemment, je partage totalement cette opinion. Et je dois vous dire que vraiment le Sioran roumain est un Sioran très Sturm und Drang, un grand philosophe qui a des états alternés, pulsionnels, qui utilise tout le temps des mots très sensuels. Et puis tout d'un coup, le Sioran en français, la camisole de force est arrivée, et de rigueur pascalienne et même au-delà, cartésienne, totalement dans l'expression. Donc c'est très amusant, nous avons affaire à deux écritures totalement différentes. Le vocabulaire est différent. Le premier vocabulaire en roumain, c'est un vocabulaire sensuel. Nous avons épiderme, frôler, sensation, et dans le vocabulaire français, vraiment, il faut chercher. Si en 10 pages, on trouve un mot corporel, c'est qu'on a beaucoup de chance. Vous écrivez dans cet ordre d'idées « Mon Dieu, le français, quelle langue! Dès que j'ai une idée à exprimer, pas de problème, les mots sont là, limpides et précis. Mais dès que je m'attaque au moindre sentiment, le vocabulaire se dérobe. On dirait la langue d'érudits essayistes qui n'ont ni boyau ni cœur qui chavire. » On dirait du Sioran. Hein. Et justement, le sous-titre de votre biographie de Sioran, « Le gai désespoir », nous fait comprendre, alors son désespoir dans ses livres, mais vous l'avez rencontré et vous décrivez un petit homme très gai, très charmant, pétillant même. C'est ce contraste entre l'écrivain et l'homme? Oui, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a deux choses qui sont très justes. Il y a deux sortes d'écrivains. Il y a l'écrivain très romantique. Ça existe encore aujourd'hui, même si le courant est fini. L'écrivain romantique, il a tellement envie de donner à ses lecteurs, de donner à n'importe qui, de donner. Donc c'est quelque part une sorte de source vive, de nouveau, Sturm und Drang, de source romantique totale, qui presque ne tient pas compte de la vie des autres et parfois lasse par son exubérance même. À côté de ça, il y a un côté plus retenu, et nous en connaissons certains, qui mesurent non pas seulement leur présence, mais qui mesurent leur style, qui essayent, comme Sioran d'ailleurs, d'être dans l'aphorisme, dans la formule la plus courte. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'au départ, Sioran est une passerelle extraordinaire, et rares sont-elles. Dans la littérature mondiale, Sioran au départ était un passionné absolu des larmes et des seins. Ce sont tous des éructations joyeuses, des sentiments qui ne s'arrêtent pas, des cascades. Et dès qu'il est arrivé, il a eu une période qui est terrible. Il y a eu une période de 7 ans où il n'écrivait pas encore en français. Et attention, il était plutôt jeune. Il avait entre 30 et 37 ans. Dans cette période, il avait une seule angoisse, qui est une angoisse classique d'écrivain. Il avait peur d'être un raté. Et pendant cette période, il m'a dit des mots, mais je me rappelle encore avec le son de sa voix, bien sûr on parlait en français, et je me rappelle encore quand il me disait, je m'étais déjà résigné d'être un raté qui hantait les restaurants universitaires pour les restants de ses jours, quand j'ai décidé à 38 ans d'écrire en français. Je n'oublierai jamais ces mots. À partir de ce courage qui est du style de franchir le Rubicon. Donc, il a décidé d'être écrivain en français. Il est devenu très rare. Il n'a plus voulu donner des interviews ni apparaître. Il s'est contenté, en vivant assez modestement, mais c'est un choix éthique, il s'est contenté seulement de phrases très courtes. Il n'a plus parlé du tout de politique, ce qu'il faisait avant. Il a fait que des choses sur lui et tout à fait abstraites. Donc, à part cette espèce de no man's land, cette espèce de quarantaine intellectuelle pendant 7-8 ans qui a dû être très difficile. Heureusement, il avait la compagne de tous ces jours qu'il venait de rencontrer. Mais pendant ce temps-là, je pense qu'il a eu, et ce n'est pas honteux, un raisonnement stratégique. Il s'est dit, quand j'étais en Roumanie, j'avais beaucoup de succès, je créais de l'enthousiasme, je créais de l'opposition, la transfiguration de la Roumanie, on était quand même passablement fasciste. Il y avait des levées de boucliers comme dans toutes les choses extrêmes. Et je pense que pendant ces 7 années, il s'est dit, la littérature et le public littéraire ne méritent pas qu'on s'y adonne, qu'on s'y donne entièrement comme un partenaire de vie, comme un ami.
Et il a fait très clairement un calcul. Il s'est dit, je vais être rare, je me méfie du français, je ne veux pas faire des fautes. Donc je vais écrire des textes très très courts, je vais devenir très rare. Ça a rencontré un éditeur intelligent qui s'est dit, l'expression n'est pas de moi mais elle est géniale, et de Stéphane Le Foll. La fabrication d'un écrivain, entre le fait de cet écrivain qui a 40 ans se croyait raté et qui tout d'un coup a une chance de publier, Gallimard, où il y avait Pollan qui était très intelligent, ils ont fabriqué cette espèce d'ermite qu'ils ont vendue joyeusement avec l'emballage adapté. Ça n'enlève rien à l'écrivain. Je trouve que si ce qu'on vend dedans n'est pas du vent, c'est très bien. Mais il y a un changement du jeune homme tempéramental au calculateur qui a compris le pays où il se trouve. C'est dans la très belle collection des Cahiers de Lerne qu'on peut lire Dessin et des larmes avec cette belle écriture en bleu mauve. Et vous parlez, vous, au sujet de Cioran, d'une hystérie fasciste surmontée. C'est ça, dans sa jeunesse, il a dû surmonter une forme d'hystérie, une forme de fascisme qui était le sien et devenir quelqu'un d'autre? Je pense que c'est un danger qui nous, que je sens chaque jour aujourd'hui en France. Il y a un moment donné, attention au complexe d'infériorité. Il faut faire très attention, parce qu'un complexe d'infériorité se transforme très rapidement, quand il est vraiment douloureux, en complexe de supériorité. Le pauvre Cioran était un gamin multidoué. Son papa était Pope, donc c'était vraiment quand même une éminence de la communauté. Et tout d'un coup, né dans son petit village de Reșinare splendide, en Transylvanie, il arrive à Bucarest. Et à Bucarest, il est méprisé. Je suis de Bucarest. Et c'est un défaut des capitales, c'est qu'on traite de haut les gens qui viennent de province, alors qu'ils sont très souvent 10 fois plus intelligents et plus cultivés que nous, pour justement les marches de l'Empire, pour essayer d'être à la hauteur. Il s'est fait mépriser à Bucarest comme un provincial. Après, il a eu une bourse et il est allé à Berlin. Manque de peau, il est allé à Berlin l'année de l'incendie du Reichstag. Donc, on ne pouvait pas ignorer que ces gens étaient fous, ou en tout cas qu'ils étaient barbares et meurtriers. Et comme il avait été méprisé à Bucarest, au moment où il avait vu la folie hitlérienne, les gens qui adoraient Hitler et qui se sentaient tous unis, il a cru un instant qu'il faisait partie de quelque chose, qu'il pouvait faire partie de quelque chose. Il a même rêvé, comme il parlait très bien l'allemand, il écrivait, il a pensé un instant et resté. Et là, il a senti aussi qu'il y aura à voir, il n'arrête pas de parler de ça, les complexes du métèque. Moi aussi, je viens d'ailleurs. Moi aussi, j'ai un accent. J'ai pris le passeport parce que je pense qu'il faut être du pays où on vit. Mais il ne faut pas garder un complexe d'infériorité. Si on est d'une population, si on travaille là-dedans, si on paye ses impôts, on n'est plus un métèque. Ou alors on l'est comme dans la magnifique chanson. Et ça rajoute à notre valeur, évidemment, chez Moustaki. Je pense qu'il y a eu un constat complexe d'infériorité de Cioran, en France à cause de son accent, à Berlin, et toujours il avait envie de faire partie d'eux. Et à force d'être méprisé comme provincial, comme métèque, à un moment donné, il a voulu faire partie de cette puissance extraordinaire qui allait nous faire un empire pour 1000 ans, ce qui était une erreur totale. Et il a eu des propos plus que regrettables. À un moment donné, il dit s'il y a un homme politique que j'admire, c'est Hitler. Il voulait un destin à la pauvre Roumanie à l'image de l'Allemagne de Hitler, Dieu nous en garde. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Donc je pense qu'il s'agissait d'un complexe d'infériorité. Il est allé chez des fous en pleine crise. C'est très beau, les fous en crise. On a envie d'être avec eux. Hein. Et du coup, il a eu des propos plus que regrettables, plus un antisémitisme. Nous en parlions avec Assouline au moment de l'attribution de Goncourt au Festival 2. Il a toujours été antisémite. Et à un moment donné, il a voulu faire un chapitre pour faire sa mea culpa. Et ben, le chapitre, il est terrifiant parce que chaque fois, comme un enfant auquel on interdit de dire des jurons, chaque fois, ça lui échappe. Donc on a presque pitié en voyant cette torture. Mais c'est un homme de son époque, il était aussi très macho. Il est né en 1911, fils de Pope. Qu'est-ce que vous voulez? C'était l'époque, en plus, dans la Roumanie de l'époque. Si vous étiez sensible, ben on vous traitait de fiotte.
Un écrivain a le droit d'utiliser tous les mots, y compris les populaires. C'est la licence de l'écrivain. Exactement. Donc vous imaginez bien à cette époque-là qu'il fallait la jouer un tout petit peu macho, un tout petit peu facho. Il a eu tout à fait tort et je souligne. Il était très sympathique et chaleureux, mais je souligne, il était de la même année que Eugène Ionesco. Eugène Ionesco ne s'est jamais trompé. Ils ont été tous les deux exilés en France. Ionesco l'a tenu à distance pendant une vingtaine d'années. Après, c'était les meilleurs amis du monde. Je me suis promenée avec les deux au jardin de Luxembourg. Et c'était un bonheur. Ionesco ne s'est jamais trompé. Donc ça veut dire qu'on pouvait ne pas se tromper, et être avec les fachos. Au moins, Cioran l'a compris, il a compris tard, mais c'est clair qu'il a eu des erreurs, des grosses erreurs de jeunesse. Il s'est interdit par la suite de parler de politique, ce qui est pour moi une amende honorable bien claire. Dans votre biographie Cioran ou le Guet des Espoirs, c'est aux éditions de l'Archipel avec le prix Goncourt au printemps, vous employez également l'expression d'exil métaphysique pour Cioran. Je pense que c'est très actuel. Qu'en dites-vous ? Je pense effectivement que nous arrivons, bon, je suis contre le communautarisme. Je pense que nous sommes arrivés à l'aube du XXIe siècle à un niveau intellectuel et technique qui permettait d'être des vrais citoyens du monde. Dès que j'ai appris que ça existait un passeport de citoyen du monde, je vivais en Suisse, j'ai pris mon passeport de citoyen du monde. Je pense que nous étions à un niveau où nous pouvions vraiment être à ce niveau-là. Malheureusement, l'actualité me dément. Dans toutes les époques graves, où il y a un risque énorme de fracas politique, de fracas humain, je pense qu'il faut quelque part aller comme les hommes arbres dans le roman. Il faut aller dans une sorte d'îlot métaphysique où il y a nos valeurs à nous, seulement les valeurs auxquelles on adhère, seulement les valeurs auxquelles on ne peut pas faire du mal autour de soi, ni aujourd'hui, ni par écrit dans le siècle des siècles. Donc je pense que l'exil métaphysique est aujourd'hui la place des êtres sincères et qui privilégient la conscience plutôt que l'apparence. Et je pense que c'est de plus en plus difficile de tenir cette place. Pour vous, en quoi Cioran reste-t-il pertinent pour notre époque ? Il y a une évidence pour moi, mais c'est une impression personnelle. Il n'a pas été bon prophète pour le fascisme. Dieu merci, le fascisme s'est effondré, bien que de temps en temps il montre son museau avec des grosses canines. En revanche, il y a une chose où il a été formidable et très en avance. C'était le déclin de l'Occident. Je pense qu'il est venu avec une impression sur l'Occident, qu'est-ce qu'il connaissait en Transylvanie. Le savoir, les qualités, les livres, les peintures. Il travaillait quand il était étudiant à la Fondation Bruckenthal, c'est-à-dire qu'il avait des tableaux des maîtres, de Rembrandt van Rijn et tout ça sur les murs, comme on a travaillé tous en Roumanie à une époque. Et donc, quand il est venu, il a constaté quelque chose qui n'allait pas. Il a constaté une distance entre le niveau intellectuel et puis la réalité. Et là, il a tout de suite prédit un déclin de l'Occident, qui, à mon avis, on pourrait aussi dire déclin de la pensée, on pourrait même être plus large que lui. Mais dans cela, il a été très bon prophète. Et chaque fois qu'on relit des pages sur le déclin de l'Occident, il y en a beaucoup. Dans beaucoup de ses livres, je peux dire qu'il est très légèrement en dessous de la réalité, mais qu'il a été vraiment bon prophète. Et pour cela, je conseille vraiment de le relire à dose homéopathique, parce qu'il est très intense. Il ne faut pas... Au fond, je dirais qu'il faut le lire comme des indications à la pensée. Si on fait des méditations, il faudrait au fond lire 2 lignes de lui, presque toutes font l'effet, et après y réfléchir, comme disaient les latins. Ouvre le livre, lis, et après referme le livre et vois ce que ça a fait naître en toi. Et pour cela, Cioran est un maître parfait, et en plus, il nous donne le gong du métronome, et après, c'est nous qui réfléchissons. C'est un maître à penser. Vous voyez, vous m'aidez à rajouter une fonction à côté de celle de diariste. Vous avez une ligne ou un aphorisme préféré, juste pour conclure? Ça va être un peu triste, mais en même temps, vous savez, la tristesse, ce n'est qu'une marche vers la joie. Il y en a un que j'adore. Le voici. Dispersés, nous courons à la catastrophe. Unis, nous y arriverons.
Merci infiniment, Anka Videi, pour cette magnifique biographie Sioran ou le Gué des Espoirs. C'est à l'archipel. Merci beaucoup. Merci à vous.